Le chef de train aida une femme à descendre de la troisième voiture et les mains de Nathan s'immobilisèrent sur le fil de fer qu'il était en train de tordre. Elle était vêtue de noir de la tête aux pieds, sa robe de deuil contrastant vivement avec sa peau pâle. Elle se déplaçait avec les gestes prudents et protecteurs d'une femme portant une nouvelle vie. Ses cheveux auburn étaient soigneusement épinglés sous un modeste chapeau noir. Et même à 10 mètres de distance, Nathan pouvait voir l'épuisement gravé sur ses traits. Elle portait un unique sac de voyage et serrait une lettre dans sa main gantée. Elle regardait autour du quai avec des yeux qui contenaient à la fois l'espoir et le désespoir. Nathan posa ses outils et essuya ses mains sur son pantalon poussiéreux. Il avait 26 ans, travaillait au Ranch McCormick depuis qu'il savait marcher. Et il avait assez d'expérience pour reconnaître les ennuis quand il portait une robe noire et transportait tout ce qu'il possédait dans un seul petit sac. La femme vacilla légèrement et il se retrouva à marcher vers le quai avant même que son esprit ait pris la décision de bouger. Madame, appela-t-il en retirant son chapeau à son approche. Tout va bien? Elle se tourna vers lui et il vit que ses yeux étaient de la couleur du miel au soleil, parsemés d'éclats de verre. Elle était jeune, peut-être 22 ou 23 ans, avec des traits fins qui parlaient de jours meilleurs. Je cherche la maison des Saunders, dit-elle, et sa voix portait l'accent raffiné de quelqu'un éduqué dans l'Est. On m'a dit qu'ils vivaient sur la rue Maple, mais j'avoue que je ne sais pas où cela peut se trouver. Le cœur de Nathan se serra. Il connaissait toutes les familles de Great Bend. La famille Sanders avait plié bagages et déménagé au Colorado 3 mois plus tôt. C'était quand John Sanders avait attrapé une maladie des poumons et que le docteur lui avait prescrit l'air de la montagne. Madame, je suis désolé de vous dire cela, mais la famille Sanders ne vit plus ici. Ils sont partis vers l'ouest en juillet. La couleur quitta son visage et elle vacilla de nouveau. Nathan tendit instinctivement la main, attrapant son coup d'œil pour la stabiliser. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? Demanda-t-il, remarquant le creux de ses joues. Hier matin, admit-elle, et sa main se posa de manière protectrice sur son ventre gonflé. J'avais assez d'argent pour le billet de train et un peu de nourriture, mais je pensais que je serais avec ma famille à présent. Les Sanders étaient de votre famille. La tante et l'oncle de mon défunt mari, dit-elle. Mon mari, Thomas Vaughn, est mort il y a 4 mois dans un accident d'usine en Pennsylvanie. L'entreprise qui l'employait n'a rien payé et notre propriétaire m'a mise à la porte quand je n'ai pas pu payer le loyer. Madame Sanders m'a écrit et m'a dit que je pouvais venir ici, qu'il m'aiderait jusqu'à la naissance du bébé et que je puisse trouver du travail. Sa voix se brisa sur les derniers mots et Nathan vit des larmes s'accumuler dans ses yeux couleur de miel, bien qu'elle les ravalât avec une fierté féroce. Je m'appelle Nathan McCormack, dit-il doucement. Ma famille possède un ranch à environ 5 kilomètres de la ville. Nous avons une chambre, et ma mère ne me pardonnerait jamais si je laissais une femme enceinte seule sur le quai de la gare, sans nulle part où aller. Elle le regarda avec un tel mélange d'espoir et de peur dans son expression que cela lui fit mal à la poitrine. Je ne pourrais pas m'imposer à des étrangers, dit-elle, mais sa voix n'avait aucune conviction. Vous nous rendriez service, dit Nathan, et il se rendit compte qu'il le pensait. Ma mère se sent seule depuis que mes sœurs se sont mariées et ont déménagé dans leur propre maison. Elle serait reconnaissante d'avoir de la compagnie et nous aurions besoin d'aide pour les travaux légers au ranch. Rien de fatigant, ajouta-t-il rapidement, la voyant jeter un coup d'œil à son état. Juste de la couture, de la cuisine, des choses comme ça. Nous vous payerions un salaire juste et vous auriez un endroit sûr pour avoir votre bébé le moment venu. Je ne vous connais même pas, murmura-t-elle, mais il pouvait voir sa résolution faiblir. Non, madame, mais vous savez que vous avez besoin d'aide, et je vous l'offre sans aucune condition. Ma mère, Catherine McCormack, est la femme la plus respectable du comté de Barton. Vous pouvez demander à n'importe qui en ville à propos de notre famille. Nous sommes des gens honnêtes. Elle étudia son visage pendant un long moment, et Nathan soutint son regard en silence. Il savait ce qu'elle verrait. Un homme grand, mince et buriné par le soleil, usé par des années de travail au ranch. Il avait des cheveux sombres qui avaient besoin d'une coupe et des yeux gris que sa mère disait trop sérieux pour un jeune homme. Il avait la réputation d'être calme et stable, le genre d'homme qui finissait ce qu'il commençait et tenait sa parole. « Je m'appelle Olivia Vaughn, dit-elle enfin. Si votre mère n'y voit vraiment pas d'inconvénient, je serais reconnaissante d'avoir un endroit où rester jusqu'à ce que je puisse prendre d'autres dispositions. » « Ma mère sera ravie,
dit Nathan, et il ramassa son sac de voyage avant qu'elle ne puisse protester. J'ai le chariot juste ici. La route jusqu'au ranch est un peu longue, mais elle est en bon état. Il l'aida à monter sur le siège du chariot, notant à quel point elle était légère malgré sa grossesse, et comment ses mains tremblaient alors qu'elle arrangeait ses jupes. Il grimpa à côté d'elle et claqua la langue aux 2 chevaux, les guidant loin du dépôt et à travers les rues poussiéreuses de Great Bend. La ville avait considérablement grandi depuis l'arrivée du chemin de fer. Elle s'était transformée d'un rude campement de pionniers en une véritable communauté, avec des églises, des écoles, une banque et même un petit opéra. Nathan lui montra les différents bâtiments au passage, maintenant une conversation constante pour la mettre à l'aise. Elle écoutait tranquillement, posant parfois une question, et peu à peu, une partie de l'attention quitta ses épaules. Vous en êtes à combien de mois? Demanda Nathan alors qu'ils quittaient la ville pour la prairie ouverte. 7 mois, dit Olivia. Le bébé devrait arriver en décembre. Ma mère a mis au monde ses 4 enfants, et en plus, elle a aidé à la moitié des naissances du comté. Vous serez entre de bonnes mains. Vous avez des frères et sœurs. 2 frères et 2 sœurs. Jacob gère son propre domaine au nord d'ici avec sa femme et ses 3 enfants. Emma vit à Wichita avec son mari qui est avocat. Sarah a épousé un commerçant à Dodge City et mon plus jeune frère, Peter, étudie pour devenir enseignant à Topeka. Il n'y a plus que moi et mes parents au ranch maintenant, plus 3 hommes engagés qui vivent dans le dortoir. Et vous ne vous êtes jamais mariés? Demanda Olivia, puis elle rougit. Pardonnez-moi, c'était trop direct. Aucune offense, dit Nathan facilement. J'ai été fiancé une fois, il y a environ 3 ans. Elle s'appelait Margaret et c'était la plus jolie fille de 3 comtés. Mais quand son père a reçu une offre pour vendre ses terres et déménager en Californie, elle a voulu que j'abandonne le ranch et que je parte avec eux. Je ne pouvais pas le faire. Cette terre appartient à ma famille depuis 1870 et elle représente tout pour moi. Elle a dit que j'aimais plus la terre et le bétail qu'elle. Et peut-être qu'elle avait raison. Je suis désolé, dit doucement Olivia. Nathan haussa les épaules. Je me dis que si elle avait été la bonne femme, elle aurait compris. Mon père dit toujours que la bonne personne s'intégrera dans votre vie comme la pièce manquante d'un puzzle, sans vous demander de défaire le puzzle et de tout recommencer. Ils roulèrent en silence confortable pendant un moment. Le chariot grinçait sur la route défoncée, tandis que l'herbe de la prairie s'étendait dans vagues dorées de chaque côté. Le soleil d'automne était chaud et une légère brise transportait l'odeur de l'herbe sèche et du bétail lointain. Nathan se sentit intensément conscient de la femme à ses côtés. La façon dont elle s'asseyait le dos droit, malgré sa fatigue évidente. La façon dont ses yeux parcouraient l'horizon comme pour mémoriser chaque détail de ce nouveau paysage. Parlez-moi de votre mari, dit Nathan. Si vous voulez. Je veux dire. Olivia resta silencieuse si longtemps qu'il pensa qu'elle ne répondrait pas, mais ensuite elle parla. Thomas était un homme bon. Nous nous sommes rencontrés à une fête paroissiale à Philadelphie où j'ai grandi. Mon père était instituteur et Thomas travaillait comme contremaître dans une usine textile. Il avait l'ambition de posséder sa propre entreprise un jour. Nous nous sommes mariés il y a 2 ans et tout allait bien au début. Mais ensuite, l'usine a commencé à avoir des accidents, de mauvaises conditions de sécurité, des machines mal entretenues. Thomas s'est plaint au propriétaire et ils l'ont renvoyé. Il a trouvé du travail dans une autre usine, une qui fabriquait du matériel agricole, mais les conditions y étaient tout aussi mauvaises. Sa voix se noua. Une chaudière à vapeur a explosé. 3 hommes sont morts, y compris Thomas. J'étais enceinte de 4 mois et je n'avais plus rien. C'est un lourd fardeau. C'est un lourd fardeau à porter seul, dit Nathan. Je ne pensais pas que j'y survivrais, admet Olivia. Le chagrin était si total que certains jours, je ne pouvais pas sortir du lit. Mais ensuite, j'ai senti le bébé bouger et j'ai réalisé que je ne pouvais pas abandonner. Cet enfant mérite une chance de vivre, même si son père ne le tiendra jamais dans ses bras. Ce bébé a de la chance d'avoir une mère aussi forte que vous. Olivia se tourna pour le regarder avec surprise. Forte? Je suis un cas de charité qui a dû mailler un billet de train à mon église. Vous êtes une femme qui a tout perdu et qui a continué malgré tout. C'est la définition de la force. Elle détourna le regard, mais pas avant que Nathan ne voie des larmes couler sur ses joues. Elle les essuya rapidement avec sa main gantée. Je suis désolé, j'ai l'impression de pleurer pour tous ces derniers temps. Ma mère dit que la grossesse rend les femmes plus émotives.
Il n'y a pas à s'excuser. Ils atteignirent le sommet d'une petite colline et le ranch McCormick s'étendit devant eux. La maison principale était une solide structure de 2 étages construite en calcaire local, avec un large porche qui l'entourait sur 3 côtés. Une grange, des écuries et plusieurs dépendances parsemaient de la propriété, et Nathan pouvait voir du bétail paître au loin. Ce n'était pas le plus grand ranch du Kansas, mais il était prospère et bien entretenu, un témoignage d'années de dur labeur. C'est magnifique, dit Olivia, et Nathan sentit une bouffée de fierté. Mon père a construit cette maison de ses propres mains, dit Nathan. Ça lui a pris 2 ans, en travaillant tous les soirs après avoir terminé le travail de la journée au ranch. Il voulait que ma mère ait une vraie maison, pas une cabane en terre ou une simple cabane. Alors qu'ils approchaient, la porte d'entrée s'ouvrit et Catherine McCormack apparut sur le porche, s'essuyant les mains sur son tablier. C'était une belle femme au début de la cinquantaine, avec des cheveux bruns grisonnants tirés en un chignon soigné et des yeux bleus vifs qui ne manquaient de rien. Son expression passa de la curiosité à l'inquiétude en voyant Olivia dans sa robe de deuil. Nathan arrêta le chariot et descendit, puis aida Olivia à descendre. « Mère, voici Madame Olivia Vaughn. Elle est arrivée par le train de Pennsylvanie, s'attendant à rester avec la famille Sanders. » Les yeux de Catherine s'écarquillèrent de compréhension. « Oh, ma pauvre chérie, entrez tout de suite. Nathan, apporte son sac. Olivia, vous avez l'air sur le point de vous effondrer. Quand avez-vous mangé un vrai repas pour la dernière fois? » En quelques minutes, Olivia se retrouva assise à une grande table de cuisine avec un bol de ragoût de bœuf et du pain frais devant elle. Catherine s'affairait, versant du café et coupant de la tarte aux pommes, tandis que Nathan expliquait la situation à son père, Douglas McCormick, qui était rentré après avoir vérifié le bétail. Douglas était un homme imposant aux traits burinés et aux yeux bienveillants, et il hocha la tête pensivement pendant que Nathan parlait. « Bien sûr qu'elle peut rester, dit-il quand Nathan eut fini. Nous avons la chambre, et ce ne serait pas chrétien de refuser de l'aide à quelqu'un dans le besoin. »« Je peux travailler, » dit rapidement Olivia en posant sa cuillère. « Je ne demande pas la charité. Nathan a dit que vous pourriez avoir besoin d'aide pour la cuisine et la couture. »« Nous discuterons de tout cela plus tard, » dit fermement Catherine. « Pour l'instant, vous devez manger et vous reposer. Nathan, prépare la chambre d'amis à l'étage. Utilise la chambre qui fait face à l'est. C'est elle qui reçoit la meilleure lumière du matin. Douglas, nous devrons envoyer quelqu'un en ville demain pour plus de provisions. Si Olivia reste tout l'hiver, nous aurons besoin de tissus supplémentaires pour les vêtements de bébé et d'autres nécessités. » Les yeux d'Olivia se remplirent à nouveau de larmes. « Vous êtes tous si gentils. Je ne sais pas comment vous remercier. »« Allons, » dit Catherine en lui tapotant la main. « On s'entraide ici. C'est comme ça qu'on survit. Maintenant, mangez, puis nous vous installerons. » Cette nuit-là, allongée dans un lit propre avec le ventre plein pour la première fois depuis des semaines, Olivia fixa le plafond et essaya de comprendre le tournant soudain que sa vie avait pris. Elle s'était attendue à arriver à Great Bend et à trouver la famille Sanders l'attendant pour la prendre en charge, par obligation envers leur neveu décédé. Au lieu de cela, elle avait été accueillie par de parfaits inconnus qui ne demandaient rien en retour, si ce n'est un travail honnête. Et puis il y avait Nathan McCormack. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont il l'avait regardée sur le quai, avec une telle gentillesse simple dans ses yeux gris. La façon dont il lui avait parlé comme si elle était une personne méritant le respect, pas un fardeau ou un objet de pitié. Elle ne s'était pas sentie ainsi depuis la mort de Thomas, et cela remua quelque chose dans sa poitrine qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Au cours des semaines suivantes, Olivia s'installa dans la vie du ranch McCormick. Elle se levait tôt chaque matin et aidait Catherine à la cuisine, préparant les repas pour la famille et les 3 ouvrières du ranch qui vivaient dans le dortoir. Elle raccommodait les chemises et les chaussettes, aidait à conserver les derniers légumes d'automne et reprenait lentement le poids qu'elle avait perdu pendant sa période de deuil et de pauvreté. Nathan trouvait des excuses pour être plus souvent près de la maison que d'habitude. Il venait prendre un café en milieu de matinée, s'asseyant à la table de la cuisine et parlant avec Olivia pendant qu'elle pétrissait le pain. Il lui rapportait des choses de la ville. Un livre de poésie qu'il pensait qu'elle pourrait apprécier. Des rubans pour ses cheveux. Une fois, une petite boîte à musique qui jouait une mélodie tintinabulante quand on la remontait. « Vous n'avez pas besoin de m'apporter des cadeaux, » protesta Olivia,
bien que ses yeux s'illuminent chaque fois qu'il lui présentait quelque chose de nouveau. J'aime vous voir sourire, dit simplement Nathan, et l'honnêteté dans sa voix fit battre son cœur d'une manière qu'elle avait cru impossible après la mort de Thomas. Ils se promenaient ensemble l'après-midi quand le temps était doux, Nathan raccourcissant sa longue foulée pour s'adapter à son rythme plus lent. Il lui racontait des histoires sur son enfance au ranch, sur le fait d'avoir appris à monter à cheval avant de savoir lire, sur l'année où la rivière Arkansas avait débordé et où ils avaient dû déplacer tout le bétail sur des terres plus élevées. Elle lui parlait de Philadelphie, de Somaimftebam, au-dessus de ma mère. Son enfance passée à lire dans la bibliothèque de son père, du rêve qu'elle avait eu autrefois de devenir elle-même enseignante. Vous pourriez toujours le faire, dit Nathan. Great Ben grandit. Ils auront bientôt besoin de plus d'enseignants. Pas une femme non mariée avec un enfant. Olivia dit, je suis assez réaliste pour le savoir. Alors vous pourriez donner des leçons particulières, de piano, de littérature, tout ce que vous voulez. Il y a des familles ici qui paieraient cher pour ce genre d'éducation pour leurs enfants. La façon dont il parlait avec une telle confiance en ses capacités lui fit croire que cela pourrait être possible. Thomas l'avait aimé. Elle le savait. Mais il n'avait jamais vraiment compris son désir de quelque chose de plus que de tenir une maison. Nathan semblait comprendre instinctivement qu'elle était une femme avec ses propres rêves et ambitions, et il les encourageait plutôt que de les rejeter. Catherine observait avec satisfaction le lien grandissant entre son fils et leur invité. Elle s'était inquiétée pour Nathan après le départ de Margaret, craignant qu'il ne se soit fermé à la possibilité de l'amour. Mais elle pouvait voir la façon dont il regardait Olivia, la façon dont tout son visage s'adoucissait quand elle entrait dans une pièce. Et Olivia, la pauvre chérie, développait clairement des sentiments pour Nathan, malgré ses tentatives de les cacher derrière la bienséance et le bouclier de son deuil. Un soir de fin novembre, alors que la première neige de la saison saupoudrait la prairie, Catherine était assise avec Olivia dans le salon, pendant que les hommes jouaient aux dames près de la cheminée. « Vous tenez à lui, dit Catherine doucement, ses aiguilles à tricoter cliquant régulièrement. Les mains d'Olivia s'immobilisèrent sur la couverture de bébé qu'elle était en train de broder. « Je ne devrais pas, murmura-t-elle. Cela ne fait que 5 mois que Thomas est mort. Quelle sorte de femme développe des sentiments pour un autre homme si tôt? Le genre de femme qui est encore en vie et qui a un cœur qui sait comment aimer. » Catherine dit, « Ma chérie, vous avez honoré votre mari en le pleurant. Mais vous devez vivre, et ce bébé aussi. Nathan est un homme bon, le meilleur que je connaisse. Il serait un père merveilleux. Il mérite mieux qu'une veuve enceinte sans le sou. Il mérite une femme qui comprend la valeur de cette terre et de cette vie, qui se tiendra à ses côtés dans les moments difficiles comme dans les bons. Il mérite quelqu'un avec du courage, de la force et de la gentillesse. En bref, il vous mérite. » Olivia regarda de l'autre côté de la pièce où Nathan était assis, la tête penchée sur le damier, et le surprit en train de la regarder. Leurs regards se croisèrent et quelque chose passa entre eux, quelque chose de chaud, de puissant et d'inévitable. Les lèvres de Nathan se courbèrent en un petit sourire, et Olivia sentit sa propre bouche répondre avant de pouvoir l'arrêter. La première semaine de décembre apporta une vague de froid qui gela les abreuvoirs et força tout le monde à se blottir plus près des feux. Olivia sentit le bébé descendre plus bas dans son ventre, et Catherine confirma que la naissance aurait probablement lieu dans les prochaines semaines. Elles préparèrent la chambre d'amis du rez-de-chaussée comme salle d'accouchement, rassemblant des draps propres et des fournitures. Catherine envoya Nathan en ville chercher le docteur et lui demander d'être prêt le moment venu. Nathan revint avec le docteur Harrison, un homme bourru et plus âgé qui mettait au monde des bébés depuis avant que le Kansas ne soit un État. Il examina Olivia et la déclara en bonne santé, le bébé en bonne position. « Ça pourrait être n'importe quel jour maintenant, dit-il. Je resterai près de la ville. Envoyez un mot quand ces douleurs commenceront. » Cette nuit-là, incapable de dormir, Nathan s'assit sur le porche malgré le froid et contempla le ciel étoilé. Il entendit la porte s'ouvrir derrière lui et se tourna pour voir Olivia, enveloppée dans un épais châle, se dandinant vers lui. « Vous devriez être à l'intérieur, dit-il en se levant rapidement. Il gèle ici. Je n'arrivais pas à dormir, dit-elle. Puis-je m'asseoir avec vous? Il approcha une autre chaise et l'aida à s'y installer, puis drapa son manteau sur ses épaules pour plus de chaleur. Ils restèrent assis en silence pendant un moment,
regardant leur souffle former de la buée dans l'air froid. J'ai peur, dit enfin Olivia, de l'accouchement. Ma mère est morte quand j'étais jeune et je ne me souviens pas d'elle. Y a-t-elle, mais je sais qu'elle est morte en donnant naissance à un petit frère qui n'a pas survécu non plus. Et si quelque chose tournait mal? Nathan tendit la main et prit de la sienne, la tenant doucement dans la sienne. Ma mère a mis au monde des dizaines de bébés, et le docteur Harrison est le meilleur du coin. Vous êtes forte et en bonne santé. Tout ira bien. Vous ne pouvez pas le savoir. Non, admit-il, mais je le crois, et je serai là quoi qu'il arrive. Olivia se tourna pour le regarder, ses yeux couleur de miel reflétant la lumière des étoiles. Pourquoi êtes-vous si bon avec moi, Nathan? Vous ne me devez rien. Peut-être que je ne le fais pas parce que je vous dois quelque chose, dit Nathan. Peut-être que je le fais parce que je le veux. Pourquoi le voudriez-vous? Il prit une profonde inspiration, sachant que c'était le moment de parler ou de se taire à jamais. Parce qu'à partir du moment où je vous ai vu descendre de ce train, quelque chose en moi a reconnu quelque chose en vous. Je sais que vous êtes encore en deuil de votre mari, et je ne vous demande pas de l'oublier ou de le remplacer. Mais je tiens à vous, Olivia. Je tiens à vous et à ce bébé que vous portez. Et je veux que vous sachiez que si vous me le permettez, je serai honoré de me tenir à vos côtés et de vous aider à élever cet enfant. Je serai fier que ce bébé m'appelle père. Le souffle d'Olivia se coupa dans sa gorge. Nathan, je ne peux pas vous demander de prendre en charge l'enfant d'un autre homme. Vous ne demandez rien. C'est moi qui offre. Il lui serra doucement la main. Je sais que c'est soudain et je sais que le moment est mal choisi. Je ne demande pas de réponse ce soir, ni même ce mois-ci, mais je veux que vous sachiez ce qu'il y a dans mon cœur. Je vous aime, Olivia. J'aime votre force et votre gentillesse et la façon dont vous vous mordez la lèvre quand vous réfléchissez. J'aime vous regarder chanter en cuisinant et la façon dont vous parlez des livres comme s'ils étaient de vieux amis. Je veux vous épouser si vous acceptez. Je veux construire une vie avec vous et être un père pour votre enfant. Des larmes coulaient sur le visage d'Olivia, mais pour une fois, ce n'étaient pas des larmes de chagrin. « Je ne vous mérite pas, murmura-t-elle. « C'est là que vous vous trompez, dit Nathan. C'est moi qui ai de la chance. » Avant qu'Olivia ne puisse répondre, une douleur aiguë lui saisit l'abdomen, si intense qu'elle haleta et se plia en deux. Nathan fut sur ses pieds instantanément, son bras autour de ses épaules. « Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le bébé? » « Je crois que oui, » réussit à dire Olivia, et une autre douleur la frappa, plus forte que la première. « Oh mon Dieu, Nathan, je crois que c'est le moment. » Les heures suivantes passèrent dans un flou. Nathan porta Olivia à l'intérieur et appela sa mère, puis partit au galop en ville chercher le docteur Harrison. Catherine prit les choses en main avec l'efficacité calme d'une longue expérience, installant Olivia dans la salle d'accouchement et l'aidant à enfiler une chemise de nuit propre. Douglas chauffa de l'eau et rassembla des serviettes pendant que Nathan faisait les 100 pas dans la cuisine comme un animal en cage, terrifié par chaque cri de douleur qui venait de derrière la porte fermée. « Elle ira bien, » dit Douglas en posant une main sur l'épaule de son fils. « Les femmes sont plus fortes qu'on ne le pense. »« Je lui ai dit que je l'aimais, » dit Nathan, juste avant que les douleurs ne commencent. « Et si ce sont les dernières paroles qu'elle entend de moi? Et si quelque chose tourne mal et qu'elle pense que je l'ai dit seulement parce que je savais qu'elle était sur le point d'accoucher? Alors tu vivras avec ce regret, » dit Douglas sans détour. « Mais je ne pense pas que ça en arrivera là. Ta mère sait ce qu'elle fait, et cette fille est plus coriace qu'elle n'en a l'air. » Le docteur Harrison arriva moins d'une heure plus tard et disparut dans la salle d'accouchement. Les cris devinrent plus forts, plus angoissés, et Nathan crut qu'il allait devenir fou à cause de l'impuissance de rester dehors pendant qu'Olivia souffrait. Il essaya de prier, mais ne put former de pensée cohérente au-delà de « S'il vous plaît, faites qu'elle vive. S'il vous plaît, faites qu'ils vivent tous les deux. » L'aube se levait sur la prairie quand un nouveau son se joignit à la cacophonie. Le cri faible et perçant d'un nouveau-né. Le cœur de Nathan s'arrêta, puis s'emballa. Les pleurs continuèrent, forts et insistants, et après ce qui sembla une éternité, la porte s'ouvrit et Catherine apparut, fatiguée mais souriante. « Vous avez un petit garçon en bonne santé, » dit-elle. « 8 livres s'il pèse une once, et Olivia va bien, juste épuisée. Elle vous demande. » Nathan ne se souvint pas d'avoir traversé la pièce, mais soudain, il se tenait sur le seuil de la salle d'accouchement, regardant la plus belle chose qu'il ait jamais vue.
Olivia était allongée, soutenue par des oreillers, ses cheveux auburn humides de sueur et son visage pâle d'épuisement. Mais ses yeux étaient radieux alors qu'elle regardait le petit paquet dans ses bras. « Viens le rencontrer, dit-elle doucement. Nathan s'approcha lentement, avec respect, et regarda le bébé. Il avait le visage rouge et ridé, avec une touffe de cheveux sombres et de minuscules poings qui s'agitaient dans les airs. Pendant que Nathan regardait, les yeux du bébé s'ouvrirent, révélant un bleu foncé qui changerait probablement de couleur dans les semaines à venir. « Il est parfait, » souffla Nathan. « Voudriez-vous le tenir ?» demanda Olivia. « Êtes-vous sûr ?» En réponse, elle transféra soigneusement le bébé dans les bras de Nathan. Il avait déjà tenu des bébés, ses nièces et neveux, mais cela semblait différent. Cela semblait capital. Le poids de cet enfant dans ses bras était le poids de la responsabilité, de la promesse et de l'amour. Le bébé fit un petit bruit et sans réfléchir, Nathan pencha la tête et parla doucement. « Bienvenue au monde, petit. Tu as une mère courageuse et belle qui t'aime plus que la vie elle-même. Et si elle me le permet, je promets d'être le meilleur père possible pour toi. » Il leva les yeux et vit Olivia le regarder avec une telle tendresse dans son expression que cela lui coupa le souffle. « Pensiez-vous ce que vous avez dit hier soir ?» demanda-t-elle. « Ou était-ce juste l'émotion du moment? » « Je pensais chaque mot, dit Nathan. « Je vous aime, Olivia Vaughn. Je veux vous épouser et élever ce garçon comme le mien. Je veux lui donner des frères et sœurs, lui apprendre à monter à cheval, à manier le lasso et à lire. Je veux vieillir avec vous sur cette terre morte et savoir que nous avons construit quelque chose de bien ensemble. J'ai aimé Thomas, dit Olivia, et Nathan hocha la tête, comprenant qu'elle avait besoin de le dire. Je l'aimerai toujours et j'honorerai sa mémoire. Mais il est parti et vous êtes ici. Vous m'avez montré une telle gentillesse, une telle bonté de cœur pur que je ne peux m'empêcher de vous aimer aussi. Ce n'est pas le même amour que j'avais pour Thomas. C'est différent, mais non moins réel. Alors oui, Nathan McCormack, je vous épouserai, et cet enfant vous appellera fièrement père, parce que vous gagnerez ce titre chaque jour par vos actions. Nathan rendit soigneusement le bébé dans les bras d'Olivia, puis s'agenouilla à côté du lit et prit sa main dans la sienne. « Je passerai le reste de ma vie à m'assurer que vous ne regretterez jamais cette décision. »« Je sais que vous le ferez, » dit Olivia, et elle se pencha pour l'embrasser doucement. Ils nommèrent le bébé Thomas Nathaniel Vaughan McCormack, honorant à la fois son père biologique et l'homme qui l'élèverait. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, en mars 1886, dans la petite église de Great Bend. Olivia portait une robe bleu pâle plutôt que blanche, une concession à son statut de veuve, mais elle n'avait jamais été aussi belle avec des fleurs de printemps dans les cheveux et de la joie dans les yeux. Les frères et sœurs de Nathan vinrent tous pour la cérémonie, amenant leurs propres enfants pour rencontrer leurs nouveaux cousins et leurs nouvelles tantes. L'église était bondée d'éleveurs et de citadins qui avaient entendu l'histoire de la veuve enceinte et du cow-boy qui avait promis d'élever son enfant comme le sien. Il n'y avait pas un œil sec dans l'assemblée lorsque Nathan récita ses vœux, promettant d'aimer et de chérir Olivia tous les jours de sa vie et d'être un père pour Thomas de toutes les manières qui comptent. Après la cérémonie, ils organisèrent une fête au ranch qui dura jusque tard dans la soirée. Il y avait de la musique et de la danse, de la nourriture et des boissons en abondance, et le genre de joie qui vient lorsqu'on est témoin de quelque chose de vraiment bon dans un monde qui semblait souvent trop dur. Catherine tenait le bébé Thomas et rayonnait de fierté pour sa nouvelle belle-fille et le petit-fils qu'elle avait déjà revendiqué comme le sien. « Tu as bien fait, mon fils, » dit Douglas à Nathan alors qu'ils se tenaient ensemble, regardant Olivia rire de quelque chose qu'Emma avait dit. « C'est une femme formidable que tu as épousée. »« La meilleure, » acquiesça Nathan. « Je suis l'homme le plus chanceux du Kansas. »« La chance n'a rien à voir là-dedans, » dit Douglas. « Tu as vu quelqu'un qui avait besoin d'aide et tu l'as offerte sans penser à ce que tu obtiendrais en retour. C'est la mesure du caractère d'un homme. Tout le reste a découlé de ce premier acte de bonté. » La vie reprit un nouveau rythme au ranch McCormick. Olivia assuma davantage de responsabilités ménagères, travaillant aux côtés de Catherine pour gérer la cuisine, le nettoyage et les innombrables autres tâches nécessaires au bon fonctionnement d'un ranch. Elle se révéla avoir un talent naturel pour l'organisation, mettant en place des systèmes qui rendaient tout plus fluide. Elle commença également à donner des leçons de piano aux filles des familles plus prospères de Great Bend,
gagnant son propre argent qu'elle utilisait pour acheter des livres et des fournitures pour une petite école qu'elle rêvait d'ouvrir un jour. Nathan se jeta dans le travail du ranch avec une vigueur renouvelée, poussé par le besoin de subvenir aux besoins de sa famille grandissante. Il était debout avant l'aube chaque matin, travaillant aux côtés de son père et des hommes engagés pour s'occuper du bétail, réparer les clôtures et débourrer les chevaux. Mais peu importe sa fatigue, il trouvait toujours le temps le soir de s'asseoir avec Olivia et Thomas, lisant à haute voix pendant qu'elle cousait, ou simplement tenant son fils et s'émerveillant de voir à quel point le garçon grandissait et changeait chaque jour. Car Thomas était son fils de toutes les manières qui comptaient. Nathan avait été là pour le premier sourire du garçon, son premier rire, la première fois qu'il s'était retourné tout seul. Il avait fait les 100 pas avec Thomas pendant les nuits de colique, changé les couches sans se plaindre et chanté des berceuses de sa voix rauque de cow-boy jusqu'à ce que le bébé s'endorme contre son épaule. Quand Thomas prononça son premier mot à 10 mois, ce fut Da, en tendant ses bras potelés vers Nathan, et Nathan dut se détourner pour cacher les larmes dans ses yeux. Il sait qui est son père, dit Olivia ce soir-là alors qu'ils étaient couchés ensemble, sa tête reposant sur l'épaule de Nathan. Pas l'homme qui a aidé à le créer, mais l'homme qui a choisi de l'aimer. Je ne pourrais pas l'aimer plus s'il avait mon sang dans ses veines, dit Nathan, et c'était la simple vérité. Leur première année de mariage ne fut pas sans défi. Il y avait des moments où Olivia pleurait encore Thomas Vaughn, en particulier à ce qui aurait été leur anniversaire, ou quand une petite chose lui rappelait son premier mari. Nathan apprit à reconnaître les signes et à lui laisser de l'espace quand elle en avait besoin, comprenant que son chagrin ne diminuait pas son amour pour lui. Il y eut aussi les ajustements inévitables de l'apprentissage de la vie commune, les petits conflits sur l'argent et la gestion du ménage, et les opinions divergentes sur tout, de la politique à la façon d'assaisonner un rôti. Mais à travers tout cela, ils parlaient. Ils restaient éveillés tard le soir à discuter de leurs sentiments, de leurs peurs, de leurs espoirs pour l'avenir. Ils apprirent à se disputer loyalement et à s'excuser sincèrement. Ils se faisaient un rire. Ils se soutenaient mutuellement dans les moments difficiles et célébraient chaque petite victoire. Et lentement, sûrement, ils construisirent un mariage solide, comme le roc dans ses fondations. Au printemps de 1887, Olivia découvrit qu'elle était de nouveau enceinte. Cette fois, il n'y avait ni peur ni incertitude, seulement de la joie. Nathan était fou de joie, faisant déjà des plans pour la chambre d'enfants et parlant d'apprendre à ses enfants à monter à cheval. Catherine tricota une montagne de vêtements pour bébé et Douglas commença à sculpter un cheval à bascule dans son atelier. « J'espère que c'est une fille cette fois », dit Olivia un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder Thomas trottiner dans la cour, poursuivant les chiens du ranch. « J'adorerais avoir une fille. Garçon ou fille, tant que le bébé est en bonne santé et que tu t'en sors sans encombre, dit Nathan. C'est tout ce qui m'importe, mais en privé, il espérait aussi une fille. Une petite fille avec les yeux couleur de miel et l'esprit vif d'Olivia. Il s'imaginait lui apprendre à lire et à monter à cheval, la regardant devenir une jeune femme forte et confiante comme ses sœurs. Le bébé arriva en décembre, presque exactement 2 ans après la naissance de Thomas. Le travail fut plus court cette fois, et le docteur Harrison déclara que c'était l'un des accouchements les plus faciles auxquels il ait jamais assisté. Quand Nathan entra dans la salle d'accouchement, il trouva Olivia bien moins épuisée qu'après la naissance de Thomas, tenant une petite fille enveloppée dans une couverture rose. « Rencontre ta fille », dit Olivia, sa voix pleine d'émerveillement. « Je pensais qu'on pourrait l'appeler Catherine Margaret, d'après ta mère et ta sœur. » Nathan prit le bébé avec précaution, regardant le petit visage parfait. Elle avait une légère chevelure auburn, et quand ses yeux s'ouvrirent, ils étaient exactement de la même teinte de miel doré que ceux d'Olivia. « Catherine Margaret McCormack, dit-elle, est parfaite, elle est parfaite. » Le jeune Thomas, maintenant âgé de 2 ans, fut amené pour rencontrer sa petite sœur. Il s'approcha prudemment, les yeux écarquillés, puis tendit un doigt potelé pour toucher sa petite main. Quand les doigts du bébé se refermèrent sur le sien, Thomas leva les yeux vers Nathan avec un immense sourire. « Bébé, annonça-t-il fièrement, c'est ça, mon grand. » Nathan dit, « C'est ta petite sœur Katie. Tu vas être le meilleur des grands frères. » Et il le fut. À mesure que Katie grandissait, Thomas se nomma son protecteur,
s'assurant toujours qu'elle avait ses jouets préférés et courant alerter les adultes si elle pleurait. Le lien entre les deux enfants fut immédiat et profond, et les regarder ensemble ne manquait jamais de gonfler le cœur de Nathan de gratitude pour la famille inattendue qui lui avait été donnée. Le ranch prospéra au cours des années suivantes. Nathan se révéla avoir le sens des affaires de son père, prenant des décisions intelligentes sur le moment d'acheter et de vendre du bétail, investissant dans de meilleures races et agrandissant lentement leurs terres. En 1890, le ranch McCormick était l'une des exploitations les plus prospères du comté de Barton, employant une douzaine d'hommes et gérant plus d'1 millier de têtes de bétail. La petite école d'Olivia était également devenue une réalité. Elle avait transformé l'une des dépendances inutilisées en salle de classe et enseignait maintenant à 8 élèves, des enfants d'éleveurs voisins, qui voulaient que leurs fils et filles aient une éducation, mais qui vivaient trop loin de la ville pour fréquenter l'école publique quotidiennement. Elle enseignait la lecture, l'écriture, l'arithmétique et la musique, et tirait une immense fierté de voir ses élèves progresser. Tu avais raison, dit-elle à Nathan un soir alors qu'ils étaient assis ensemble après avoir couché les enfants, surtout sur ma capacité à enseigner, sur le fait de construire une vie ici. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir être aussi heureuse. Je n'avais pas raison sur tout, dit Nathan avec un sourire. J'avais prédit que Katie aurait les cheveux noirs comme Moissoani, et je me suis complètement trompé là-dessus. Olivia rit et se blottit plus près de lui sur le canapé. Tu avais raison sur les choses qui comptaient. En 1891, Douglas McCormack subit un accident vasculaire cérébral qui le laissa partiellement paralysé du côté gauche. Ce fut un coup dur pour la famille, de voir cet homme fort et vital réduit à avoir besoin d'aide pour les tâches de base. Mais Douglas le supporta avec grâce, et Catherine se révéla être une aide-soignante dévouée. Nathan prit la direction complète du ranch et Olivia ferma temporairement son école pour aider à s'occuper de son beau-père. « Tu n'as pas à faire ça, » lui dit Douglas un après-midi alors qu'elle l'aidait à s'entraîner à marcher avec sa canne. « Tu as tes propres enfants à t'occuper. »« Vous êtes de la famille, » dit simplement Olivia. « C'est ce que fait la famille. » Douglas retrouva une grande partie de sa mobilité au cours des mois suivants, bien qu'il n'ait jamais retrouvé l'usage complet de son bras gauche. Mais il pouvait de nouveau marcher, monter à cheval avec de l'aide, et surtout s'asseoir sur le porche et regarder ses petits-enfants jouer. Il dit plus d'une fois à Nathan qu'Olivia avait été une bénédiction pour leur famille d'une manière qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Thomas devint un garçon brillant et curieux qui aimait autant les livres que le travail du ranch. À 7 ans, il pouvait déjà lire à un niveau bien supérieur à son âge, dévorant tous les livres de la maison et en réclamant d'autres. Il montra également un talent naturel avec les chevaux, capable de calmer même les animaux les plus craintifs par sa douceur. Nathan lui apprit à manier le lasso et à monter à cheval, à pister le gibier et à lire le temps dans les nuages, et était fier de chaque compétence que le garçon maîtrisait. « Il a le meilleur de ses deux pères, » observa Olivia un jour alors qu'il regardait Thomas aider l'un des ouvriers du ranch à dompter un nouveau poulain. « L'intelligence de Tom Vaughan et votre stabilité. » « Il est juste lui-même, » dit Nathan, et c'est plus que suffisant. Katie, à 4 ans, était un tourbillon d'énergie et de curiosité, posant constamment des questions et faisant des bêtises. Elle suivait Nathan partout quand il était à la maison, exigeant d'être emmenée en balade et insistant sur le fait qu'elle serait une cowgirl quand elle serait grande. Elle avait la détermination d'Olivia et l'entêtement de Nathan, une combinaison qui promettait des défis intéressants dans les années à venir. En 1893, Olivia se retrouva enceinte pour la 3e fois, bien que cette grossesse fût plus difficile que les 2 précédentes. Elle était souvent fatiguée et malade, et le docteur Harrison lui prescrivit le repos au lit pour les 2 derniers mois. Nathan était fou d'inquiétude, se souvenant de la peur d'Olivia de mourir en couche comme sa mère. Il engagea de l'aide supplémentaire pour la maison et la ferme, assumant lui-même toutes les tâches plutôt que de risquer qu'Olivia se surmène. « Je ne suis pas en verre, » protesta Olivia depuis son lit, où elle devenait lentement folle d'ennui. « Fais-moi plaisir, » dit Nathan, lui apportant du thé et le dernier roman de la bibliothèque de près. « Je ne peux pas te perdre, Olivia. Toi et les enfants, vous êtes tout mon monde. » Le bébé arriva en avance fin octobre, un mois avant la date prévue. Le travail fut long et effrayant, avec des complications qui rendirent le docteur Harrison sombre
et firent prier Catherine à voix basse. Mais quand ce fut terminé, ils avaient un petit garçon en bonne santé, petit mais avec un cri puissant et une tête pleine de cheveux noirs. Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau quand tu étais bébé, dit Catherine à Nathan, les larmes coulant sur son visage, jusqu'à l'épi qui se dresse tout droit. Ils le nommèrent Jacob Douglas McCormack, d'après le frère et le père de Nathan. Le jeune Jacob se révéla être un battant dès le début, surmontant sa naissance prématurée pour devenir fort et en bonne santé. Olivia se remit lentement de l'accouchement difficile et le docteur Harrison leur dit discrètement qu'elle ne devrait plus avoir d'enfant, qu'une autre grossesse pourrait la tuer. C'était une nouvelle difficile à recevoir, mais Nathan et Olivia convinrent tous deux qu'ils avaient été bénis avec 3 beaux enfants et qu'ils se concentreraient sur leur bonne éducation plutôt que de pleurer les enfants qu'ils n'auraient jamais. Ils prirent des précautions pour éviter de futures grossesses, et s'il y avait des moments où Olivia ressentait un pincement au cœur en voyant d'autres femmes avec de nouveaux bébés, elle se rappelait tout ce qu'elle avait et se sentait immensément reconnaissante. Les années passèrent, apportant à la fois des joies et des peines. En 1895, Catherine McCormack mourut paisiblement dans son sommeil à l'âge de 62 ans. Toute la famille pleura la perte de la matriarche qui les avait tous unis, mais ils se consolèrent en sachant qu'elle avait vécu une vie bien remplie et qu'elle était morte entourée d'amour. Douglas la suivit 2 ans plus tard, et Nathan pleura sur la tombe de son père, sentant le poids d'être le chef de famille s'installer pleinement sur ses épaules. Mais il y eut aussi des triomphes. Thomas, à 12 ans, remporta une bourse pour un prestigieux internat dans l'Est, excellent dans ses études et rendant ses parents fiers. Katie devint une belle jeune femme qui pouvait monter à cheval mieux que la plupart des ouvriers du ranch et avait un sens des affaires qui, selon Nathan, ferait d'elle une femme riche un jour. Jacob était un enfant heureux et affectueux qui aimait tout le monde et semblait être né sans peur, donnant à ses parents des crises cardiaques constantes avec ses cascades casse-cou. À travers tout cela, l'amour de Nathan et Olivia s'approfondit et mûrit. La romance passionnée de leurs premières années se transforma en quelque chose de plus profond. Un partenariat fondé sur le respect mutuel, des valeurs partagées et un engagement inébranlable. Ils se tenaient toujours la main en marchant, se volaient encore des baisers dans la cuisine quand les enfants ne regardaient pas, et parlaient encore tard dans la nuit de tout et de rien. Un soir froid de décembre en 1900, 15 ans après ce jour fatidique où Olivia était descendue du train à Great Bend, la famille se réunit pour célébrer le 15e anniversaire de Thomas et l'anniversaire du jour de sa naissance. Thomas était rentré de l'école pour les vacances d'hiver, grand et beau à 15 ans, avec l'intelligence de sa mère brillant dans ses yeux et la force tranquille de son père dans son maintien. Après le dîner, alors qu'ils étaient assis autour du salon avec le feu crépitant joyeusement, Thomas se leva et s'éclaircit la gorge. « J'ai quelque chose à dire », annonça-t-il, sa voix se brisant légèrement avec l'incertitude de l'adolescence. « Mère, père, Katie, Jacob, je veux tous vous remercier pour cette vie que vous m'avez donnée. Je sais que mon histoire n'a pas commencé comme celle de la plupart des gens. Je sais que j'ai eu un autre père, un homme que je ne connaîtrai jamais, mais dont on m'a dit qu'il était un homme bon. Mais le père que j'ai, celui qui a été là pour chaque moment important de ma vie, est le meilleur père qu'un garçon puisse demander. » Il se tourna vers Nathan, les yeux étrangement brillants. « Tu n'étais pas obligé de m'aimer. Tu n'étais pas obligé de me revendiquer comme ton fils ou de me donner ton nom, mais tu l'as fait. Et tu ne m'as jamais, pas une seule fois, fait sentir que j'étais autre chose que ton véritable enfant. Alors je veux dire, officiellement et devant tout le monde, que je suis fier d'être Thomas McCormack. Je suis fier de t'appeler père et j'espère devenir la moitié de l'homme que tu es. » Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Nathan se leva et serra son fils aîné dans une étreinte féroce, trop submergé par l'émotion pour parler. Olivia pleurait ouvertement, tenant Katie et Jacob près d'elle. Et à ce moment-là, la vérité de leur famille fut mise à nu. Ils n'étaient pas liés par le sang, mais par le choix, par un amour donné librement et reçu avec gratitude, par un engagement qui avait résisté à toutes les tempêtes. Plus tard dans la nuit, après que les enfants soient allés se coucher et que la maison soit calme, Nathan et Olivia se tenaient sur le porche, regardant la prairie enneigée. La nuit était claire et froide, les étoiles parsemant le ciel de velours noir comme des diamants. « Penses-tu parfois à ce jour à la gare ?» demanda Olivia,
s'appuyant contre la chaleur solide de Nathan. À quel point tout aurait pu être différent. Tous les jours, admet Nathan. Si je n'avais pas levé les yeux à ce moment précis, si tu étais arrivé une semaine plus tôt ou plus tard, si je n'avais pas offert mon aide, tant de choses ont dû s'aligner parfaitement pour que nous nous trouvions. Ma grand-mère disait que le destin a une façon de réunir les gens qui sont faits pour être ensemble, dit Olivia. Je ne la croyais pas quand j'étais jeune. Je pensais que nous faisions nos propres destins. Mais après tout ce qui s'est passé, je n'en suis plus si sûr. Peut-être que nous étions toujours destinés à nous trouver d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas pour le destin, dit Nathan en la serrant plus fort. Mais je sais que te rencontrer, t'aimer, élever nos enfants ensemble a été le plus grand privilège de ma vie. Tu m'as appris que la famille, ce n'est pas seulement une question de sang. C'est être présent chaque jour et choisir l'amour même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Tu me l'as appris aussi, dit Olivia. Tu m'as appris qu'il est possible d'aimer à nouveau après une perte. Qu'ouvrir son cœur à de nouvelles possibilités ne signifie pas trahir le passé. Tu m'as sauvé, Nathan. Toi et tes parents, vous m'avez sauvé la vie et vous nous avez donné à Thomas et à moi un avenir que nous n'aurions jamais eu autrement. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, corrigea doucement Nathan. Tu m'as donné un but, une raison d'être la meilleure version de moi-même. Tu as fait de ce ranch un foyer au lieu d'un simple lieu de travail. Nos enfants, tous les trois, ont donné à ma vie un sens au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Ils restèrent ensemble dans un silence confortable, regardant les étoiles et pensant au voyage improbable qui les avait menés à ce moment. Olivia pensa à la veuve enceinte et terrifiée qui était descendue du train il y a 15 ans, seule et désespérée. Elle pensa à Thomas Vaughn, le mari qu'elle avait aimé et perdu, et le remercia silencieusement de lui avoir donné le fils qui était devenu le pont vers sa nouvelle vie. Elle pensa à l'avenir qui s'étendait devant elle, plein de possibilités et de promesses. Nathan pensa au choix qui avait façonné sa vie, la décision de lever les yeux sur le quai de la gare, d'offrir de l'aide à une étrangère, d'ouvrir son cœur à l'amour à nouveau après Margaret. Il pensa aux vœux qu'il avait faits, à Olivia et à son enfant à naître, et se sentit fier d'avoir tenu chacun d'entre eux. Il pensa à ses enfants qui grandissaient, aux petits-enfants qu'il pourrait un jour tenir, à l'héritage qu'il laisserait derrière lui. « On a bien réussi, n'est-ce pas ?» demanda doucement Olivia. « On a fait mieux que bien, » dit Nathan. « On a construit quelque chose de réel et de durable. Quoi qu'il arrive d'autre, nous avons ça. » Le vent se leva, sifflant à travers la prairie et faisant frissonner Olivia malgré son lourd châle. Nathan passa son bras autour de ses épaules et la guida vers la porte. « Viens, rentrons avant que tu n'attrapes froid. » Alors qu'ils entraient dans la maison chaude, Olivia jeta un dernier regard à l'étendue sombre de la prairie, la terre qui était devenue sa maison. Quelque part là-bas, au-delà de l'horizon, se trouvait la vie qu'elle aurait pu avoir si les choses s'étaient passées différemment. Mais c'était la vie qu'elle avait choisie, ou qu'il avait choisie, et elle ne l'échangerait pour rien au monde. Le matin, ils se lèveraient tôt comme toujours. Nathan irait à cheval vérifier le bétail pendant qu'Olivia préparait le petit déjeuner pour la famille. Thomas lirait près du feu. Katie se disputerait pour ne pas avoir à pratiquer son piano. Et Jacob ferait une bêtise qui nécessiterait une intervention. Ce serait une journée ordinaire, pleine des petites joies et frustrations de la vie de famille. Mais pour l'instant, ils montèrent les escaliers ensemble, les doigts entrelacés, et se préparèrent pour la nuit. Alors que Nathan soufflait la lampe et serrait Olivia contre lui, elle sentit la réalité solide de sa présence à ses côtés et rendit grâce, comme elle le faisait chaque nuit, pour le cow-boy qui s'était agenouillé devant une veuve enceinte et avait promis que son enfant l'appellerait fièrement père. C'était une promesse qu'il avait tenue chaque jour pendant 15 ans et qu'il continuerait de tenir pour toutes les années à venir. Et en tenant cette promesse, il leur avait donné à tous quelque chose de plus précieux que l'or. Une famille liée non par l'obligation, mais par l'amour, un foyer construit sur les fondations de la gentillesse et de l'engagement, et un avenir brillant d'espoir. Dehors, le vent murmurait à travers la prairie du Kansas, important avec lui les histoires de tous ceux qui étaient venus avant et de tous ceux qui viendraient après. Le ranch McCormick se dressait solidement contre la nuit d'hiver, des lumières chaudes brillant aux fenêtres, la fumée s'échappant de la cheminée. À l'intérieur, une famille dormait paisiblement,
en sécurité dans la certitude qu'ils s'appartenaient les uns aux autres et à cet endroit. Le train qui avait amené une veuve enceinte à Great Bend il y a 15 ans avait depuis longtemps poursuivi son voyage, transportant d'autres passagers vers d'autres destinations. Mais les répercussions de ce seul moment où Nathan avait levé les yeux et vu Olivia debout sur le quai continuaient de se propager, touchant tout le monde dans leur orbite. Les ouvriers du ranch qui travaillaient pour les McCormick voyaient comment Nathan traitait sa famille et apprenaient que la vraie force résidait dans la douceur, que la vraie virilité signifiait tenir ses promesses et honorer ses engagements. Les élèves d'Olivia apprenaient que l'intelligence et l'ambition étaient des dons à célébrer, qu'une femme pouvait être à la fois une mère aimante et une enseignante respectée. La communauté de Great Bend voyait la famille McCormick et comprenait que l'amour se présentait sous de nombreuses formes, que les familles pouvaient être construites sur le choix autant que sur le sang. Thomas McCormick deviendrait lui-même enseignant, dirigeant finalement une école à Wichita où il enseignerait à des centaines d'enfants au cours de sa longue carrière. Il épouserait une femme bienveillante nommée Elizabeth et aurait 4 enfants, les élevant avec le même amour patient que Nathan lui avait montré. Il raconterait à ses enfants et petits-enfants l'histoire de comment son père s'était agenouillé devant sa mère enceinte et avait promis de l'élever fièrement. Et l'histoire deviendrait une partie de la légende familiale, transmise de génération en génération comme un exemple de ce que l'amour pouvait accomplir. Katie McCormack se révélerait aussi volontaire et capable que ses parents l'avaient prédit. Elle prendrait la direction du ranch lorsque Nathan prendrait sa retraite, le gérant avec une main de fer dans un gant de velours et prouvant qu'une femme pouvait réussir aussi bien que n'importe quel homme dans l'élevage. Elle ne se marierait jamais, affirmant qu'elle était trop occupée et trop indépendante pour avoir besoin d'un mari, et consacrerait plutôt toute son énergie considérable à faire de Ranch McCormick l'une des exploitations les plus grandes et les plus prospères du Kansas. Jacob McCormick deviendrait médecin, poussé par les souvenirs du grand-père qui avait subi un accident vasculaire cérébral et de la mère qui avait failli mourir en lui donnant naissance. Il pratiquerait la médecine à Great Bend pendant 40 ans, mettant au monde des bébés et soignant les malades, se forgeant une réputation de médecin qui se souciait plus de ses patients que de ses honoraires. Il se marierait tard, à 35 ans, avec une infirmière nommée Margaret qui partageait sa vocation. Et ensemble, ils élèveraient 2 filles et un fils. Mais tout cela était encore dans le futur, non écrit et inconnu, alors que Nathan et Olivia s'endormaient dans les bras l'un de l'autre. À ce moment-là, ils étaient simplement un homme et une femme qui s'étaient trouvés contre toute attente, qui avaient construit une vie ensemble à partir de chagrin et d'espoir, qui avaient prouvé que parfois, les plus grandes histoires d'amour sont celles qui commencent par un simple acte de gentillesse. La neige continuait de tomber doucement dehors, recouvrant la prairie de blanc, couvrant les sentiers et les routes, et effaçant les frontières entre une propriété et une autre. Au matin, le monde paraîtrait frais et nouveau, plein de possibilités. Mais les fondations de la famille McCormick resteraient solides et fortes, construites pour résister à toute tempête qui pourrait survenir. Et si quelqu'un avait demandé à Nathan, en cette froide nuit de décembre 1900, s'il regrettait le choix qu'il avait fait 15 ans plus tôt d'aider une veuve enceinte sur un quai de gare, il aurait ri à l'idée même. Ce choix lui avait tout donné. Une femme qu'il adorait, des enfants qui lui apportaient de la joie, un but au-delà de lui-même, et un amour qui l'avait transformé d'un cow-boy solitaire en un homme qui comprenait ce que signifiait vraiment vivre. Le train avait amené une veuve enceinte à Great Bend, au Kansas, un après-midi d'octobre en 1885. Un cow-boy s'était agenouillé et avait dit que son enfant l'appellerait fièrement père. Et dans les années qui suivirent, cette simple promesse s'était épanouie en une histoire d'amour qui résonnerait à travers les générations. Un témoignage du pouvoir de la gentillesse, de la force de l'engagement et de la vérité durable que la famille n'est pas seulement quelque chose dans lequel on est, mais quelque chose que l'on construit avec ses choix, jour après jour, année après année, jusqu'à la fin de ses jours.